Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode de conflit israélo-Hamas, le gouvernement Trudeau affirme vouloir une pause humanitaire plutôt qu'un cessez-le-feu et 2 autres otages sont libérés. Rapport cinglant du coroner sur le décès de Romy et Nora Carpentier sur la Sûreté du Québec. Un vol de véhicule se termine en attaque à la machette à Boisbriand et ingérence électorale en Géorgie. Une autre avocate de Donald Trump se retourne contre lui. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. La position du gouvernement Trudeau s'est précisée dans les dernières heures par rapport au conflit israélo-palestinien, alors qu'on se rappellera la semaine dernière, une lettre avait été signée par plusieurs membres du caucus du Parti libéral ainsi que les membres du NPD pour réclamer un cessez-le-feu. Voilà qu'on refuse cette option-là du côté du gouvernement Trudeau et qu'on privilégie plutôt une pause humanitaire. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, là, la différence entre les deux. Là. Si on parle d'un cessez-le-feu, c'est quelque chose qui est très long, dans lequel on stoppe les hostilités puis on rentre vraiment dans des pourparlers à long terme pour tenter de trouver une fin complète au conflit. Quand on parle d'une pause humanitaire, c'est temporaire, c'est beaucoup plus court, c'est simplement le temps d'aller porter des vivres. Ça pourrait se compter en heures. Là. Exactement. Là. Une pause humanitaire, ça pourrait être, c'est ça, moins d'une journée même que ça pourrait durer, le temps d'apporter aux civils ce qu'ils ont besoin. C'est une position... De faire une distribution sans mettre en danger les travailleurs humanitaires qui participent à la distribution, de faire des opérations comme ça, mais on comprend que c'est pas la même chose. On comprend aussi que là, je trouve que la position de Justin Trudeau se tient. Je comprends qu'il subit des pressions importantes au Canada, dans son pays. Il y a une réalité humanitaire aussi. Mais le cessez-le-feu, je sais pas ce que pensent vraiment à fond là, ceux qui demandent un cessez-le-feu. J'en vois quand même plusieurs. Je pense même que j'ai cru comprendre que le Parti québécois s'est joint à ça aujourd'hui. Est-ce qu'il nie le droit d'Israël de se défendre? Est-ce que si... j'ai l'impression que c'est comme... On perd de vue une partie de la réalité. Là. Si nous, au Québec, on avait 1300 de nos citoyens qui avaient été attaqués par un État voisin, martyrisés, brûlés, décapités, est-ce qu'on dirait, regarde, on va arrêter de répliquer, là, puis au pire, même si ça se refait le mois prochain, si ça se fait, ça se refera, là, on verra. Voyons, on voudrait aller nettoyer complètement, désarmer le pays voisin, dire que ça peut plus jamais se reproduire chez nous. Alors, je sais pas ce que pensent les gens là, qui demandent un cessez-le-feu, du tout, je comprends pas. Oui, pour préciser, pour ce qui est du Bloc québécois, c'était leur idée, là, la pause humanitaire, pas directement, on s'entend, c'est pas eux qui sont venus avec ça, mais c'était leur suggestion déjà, ce qui fait en sorte, entre autres, qu'il n'y avait pas un seul député du Bloc québécois qui avait signé la proposition, d'ailleurs, d'un cessez-le-feu. On a quand même été critique du côté du chef bloquiste et François Blanchet aujourd'hui en disant que la position de Justin Trudeau là, était floue dans les dernières heures avant qu'il vienne la préciser. Mais là, il y en a enfin pris une. Oui. Je pense que ça se tient, ça se défend. Mais après, quand même, le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, qui lui est allé encore plus fort, Mario, plus tôt aujourd'hui, lui a parlé de l'organisation terroriste du Hamas comme une menace pour le monde entier qui devait être éliminée. Ce ne sont pas des mots qui ont été repris par la suite par Justin Trudeau quand même. Non, mais c'est ça. Je pense. On sent que Justin Trudeau, quitte à avoir l'air un peu faible sur la scène internationale, semble vraiment inquiet. Puis je le blâme à moitié. Je comprends la faiblesse de la position canadienne sur la scène internationale. Je me dis peut-être qu'il y a des choses qu'il sait puis qu'on ne sait pas. Il a l'air terrorisé par la dynamique interne. Le fait qu'on a au Canada une importante population d'origine juive, une énorme immigration arabe, et que là, c'est comme s'il se dit, moi, je vis avec, sur mon territoire, une marmite là, sur le bord de déborder. Et ça semble le préoccuper beaucoup. Remarque, c'est pareil en France, c'est pareil pour plusieurs pays d'Europe, c'est pareil aux États-Unis. Mais M. Trudeau semble particulièrement sensible à ça. Oui, et c'est d'ailleurs une position, celle d'un cessez-le-feu humanitaire qui est proposée par les Nations unies, par certains pays européens comme la France, entre autres, justement, à ce sujet-là. Donc, on verra si les appels vont être entendus, parce que les hostilités, elles, sont loin d'être conclues dans la bande de Gaza, entre autres, qui continue d'être pilonnée par l'aviation israélienne le jour après jour. Le nombre de morts qui continue à grimper dans la population civile également. Et en filigrane de tout ça, il y a eu une toute première
toute première. Une deuxième libération d'otages, plutôt par le Hamas palestinien. Là. Et on a eu droit ce matin plutôt au témoignage, entre autres, d'une de ces otages israéliennes libérées. Une femme de 85 ans, Yocheved Lifshitz, qui, devant la presse à Tel Aviv, en fauteuil roulant, expliquait un peu là, plus en détail qu'est-ce qui est arrivé en captivité. Elle a parlé tout d'abord d'un enlèvement, un rapt complètement brutal dans lequel elle a été battue. Elle a souffert beaucoup. Mais par la suite... La violence se serait arrêtée au moment après l'enlèvement. Là. Direct pendant la détention, là, dans cet aperçu un peu là, de ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, on dit que c'était des conditions qui étaient tout à fait acceptables, qu'on les a pas maltraités par la suite, qu'il y avait des médecins qui venaient les voir aux quelques jours pour s'assurer qu'ils étaient dans un bon état de santé, qu'ils avaient des médicaments. On dit qu'on les nourrissait à la même chose que le reste des gens sont nourris dans l'endroit, qu'ils avaient des matelas. Bref, qu'on avait déjà prévu, là, semble-t-il, tout le matériel nécessaire jusqu'au shampoing pour les gens qui sont présents sur place. Bon. Donc, un coup monté longtemps d'avance, on peut présumer autour de tout ça. Mais pour qu'une femme comme elle de 85 ans puisse être détenue quand même dans des conditions qui ne mettaient pas directement sa sécurité ou sa santé en danger, déjà, mais on avait quand même planifié des places à coucher pour des otages. Oui, on comprend que c'était le plan depuis sûrement un bon moment du côté du Hamas. On parle de quelques 220 otages israéliens qui restent quand même, les Israéliens étrangers, binationaux et autres là, qui ont été enlevés depuis le début. J'entends des gens qui sont comme un peu, pas émus, mais touchés. Là, regarde, le Hamas, il y a quand même une humanité. Là, il libère des otages. Puis, semble-t-il qu'on a libéré ces femmes-là à cause de leur état de santé et de leur âge. C'est parce que là... Es-tu rendu dans un monde où tu prends 200 otages, puis quand t'en libères 2, t'es un bon gars? Puis on t'applaudit. Toi, t'es du bon monde. Je veux dire, prendre des otages, c'est un geste, à l'échelle de la planète, c'est un geste absolument répugnant. Prendre en otage toutes sortes de monde par rapport, là, qui sont pas du tout de l'ordre militaire, de tous les âges, des enfants, des vieux, c'est répugnant ennemi. Fait que là, je veux dire, on va pas s'émouvoir de dire, finalement, ils ont bon cœur parce qu'ils en libèrent 2 sur 200, là. De retour ici au Québec, c'était la publication du rapport du coroner tant attendu dans les décès de Nora et Romy Carpentier, assassinés par leur père après le soir du 8 juillet 2020, lorsque tout avait commencé. On rappellera, la voiture avait eu une embardée, on avait perdu la trace des deux filles avec leur père, on avait commencé des recherches. Trop peu, trop tard. C'est vraiment ce qu'on résume du côté du coroner Luc Malouin aujourd'hui. C'est quand même enquête publique massive, hein, Mario? 19 jours d'enquête, 51 témoins, 713 pièces déposées en preuve. Il y avait même eu, autour de certaines preuves, là, et certains témoignages d'experts. Il y avait eu même de la bisbille à ce moment-là. Ben, la SQ avait essayé d'empêcher un témoin de comparaître. Oui, de comparaître ni plus ni moins. Mais bon, le constat maintenant est officiellement déposé et on a 11 recommandations qui sont faites en marge de tout ça. Ce qui apparaît clair pour le coroner Luc Malouin, puis dans son rapport, c'est que la Sûreté du Québec a mal évalué la situation. Il a eu de la misère à mettre en place aussi des mesures pour maximiser toutes les chances de retrouver les fillettes dès le moment de l'accident. Une espèce de cocktail, si on veut, là, d'orgueil à appeler des renforts, de manque de sentiment d'urgence, des délais par des mauvaises décisions. On se souviendra, entre autres, on avait pensé déplacer les recherches ailleurs. Oui, mais il y a des gens qui voulaient aider parce que, tu sais, quand l'événement s'était terminé, puis tristement terminé, il y a des gens qui avaient dit, nous, là, au début, on s'offrait des gens qui avaient des 4 roues. T'étais dans la région de Lobinière, beaucoup de monde là, qui vivent dans la nature, qui ont des 4 roues, des gens qui étaient prêts à pied. Mais plein de monde était prêt à aider. Puis on leur disait, non, on n'est pas rendu à l'étape de cette sorte de recherche-là. Donc, il y a eu de la perte de temps, mais il y a eu de la perte aussi de ressources humaines, là, de gens, de bras là, qui étaient disponibles pour faire des choses. Oui, puis on va quand même loin dans le rapport du coroner aussi, Mario, entre autres. On dit que pour le coroner, lui, l'expertise initiale de la Sûreté du Québec, l'appréciation, si on veut, du moment du décès des enfants, pour le coroner Luc Malouin, ce n'est pas ce qui est arrivé. La SQ, elle, disait là, dans les semaines suivant le drame, qu'en dans 12 heures, tout était joué. Là. Dans la sortie de route, puis le moment, le père aurait emmené ses enfants dans la forêt, les aurait tués, se serait enlevé la vie, puis tout se serait terminé à ce moment-là. Mais pour les conclusions du coroner Luc Malouin, lui croit que c'est dans la journée du 9, là, le lendemain, vers la fin de la journée, quand il a constaté dans quelle impasse il se trouvait. Presque 24 heures après. Exactement. Donc, on a quand même une version qui est complètement différente de ce côté-là, et on est bien évidemment très, très critique du travail de la Sûreté du Québec autour de tout ça. Ce qui a poussé le ministre de la Sécurité publique, là, François Bonnardel, à réagir aujourd'hui au dépôt du rapport.
Il a entre autres dit qu'il voulait mettre de l'avant là, les 11 recommandations pleines et entières du côté de la Sûreté du Québec, s'attend à ce qu'on les implante rapidement. Et lui-même a parlé aussi de l'embauche, de plus d'effectifs, ce qui fait partie de tout ça, d'avoir là, des unités spécialisées en mesures d'urgence prêtes à répondre là, dans tous les cas. On parle de former plus de policiers, entre autres, du côté de l'École nationale de police. 350 nouvelles recrues formées annuellement de plus du côté du ministre Bonnardel. On n'a pas eu beaucoup de réactions de la Sûreté du Québec jusqu'ici autour de tout ça, Mario, mais c'est certain que quand il y a des recommandations si fortes d'un rapport du coroner aussi suivi dans une enquête publique, mais ils auront intérêt quand même à les mettre de l'avant puis à s'expliquer autour de tout ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On a appris aujourd'hui lors de la présentation du rapport annuel de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, qu'on ne va pas s'excuser auprès de l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, même si, au printemps dernier, un juge a conclu que l'organisation avait commis ce que lui appelait une faute lourde à l'égard de Jean Charest en ne protégeant pas adéquatement ses renseignements personnels. Et du côté de Frédéric Gaudreault, donc, qui est le commissaire à la lutte contre la corruption de l'UPAC, on ne va pas s'excuser. Il lui a dit que ça s'était réglé en cours, que le dossier est terminé et bouclé et qu'on ne va pas présenter des excuses. Tout ça survient en même temps que Jean Charest multiplie quelques apparitions publiques ces temps-ci, Mario, et qui réclame encore le 717 000 $ supplémentaires au gouvernement là, pour des dommages punitifs et moraux en ce moment-ci. Quand même une position qui était tranchée, qui était forte, qui semblait déjà prise d'avance là, du côté de l'UPAC, Mario. Oui, c'est clair. Il a dit le dossier a été judiciarisé, la décision a été rendue par les tribunaux. Je me range à la décision et c'est terminé pour moi. Parlant de la décision favorable à Jean Charest qui a déjà été rendue. Mais là, il y a une deuxième poursuite pour un montant encore plus gros là, de Jean Charest, pour un 700 000 cette fois-ci. Mais je comprends l'UPAC. Là. Je pense que l'UPAC est assez frustré par tout ça. Je pense que les gens actuels de l'UPAC sont peut-être frustrés parce que d'autres dans le passé ont fait. On essaie de tourner la page un peu. Là. Oui, puis je pense que du côté de l'UPAC, on se dit, regarde, on va pas s'humilier davantage. Là, l'ancien premier ministre s'en est sorti sans conclusion de l'UPAC. Tu sais, ce qui est incroyable de cette enquête-là de Machuré, c'est qu'à un moment donné, on avait l'impression, on nous laissait entendre qu'on courait après le sommet de l'État, le premier ministre. Mais dans le fond, bien avant, il y avait au Parti libéral, il semblait avoir des gens sur qui on avait des choses, mais finalement, il n'y a eu aucune accusation sur personne. Oui, ça avait un pétard mouillé. Oui, vraiment foiré de A à Z. Ou est-ce qu'on a voulu viser trop haut des gens contre qui on n'avait pas de preuves, puis là, on a laissé tomber des plus petits joueurs en cours de route? Je le sais pas. Mais je comprends que là, à l'UPAC, les gens qui sont là à l'heure actuelle n'ont pas plus le goût comme ça d'en rajouter une couche puis de présenter des excuses, alors que ce n'est pas exigé d'eux. Histoire, Mario, complètement hallucinante qui rentre dans l'air du temps, dans cette vague de vols de véhicules au Québec et qui s'est déroulée de manière assez spectaculaire. Merci, images à l'appui, puisque ça a été filmé par une des victimes à Boisbriand. Une histoire qui commence alors qu'on a le propriétaire d'un VUS de marque Cadillac Escalade se voler son véhicule à Saint-Eustache. Lui réussit à le retrouver. Après ça, le prend, puis maintenant, il veut plus se le faire voler. Il le retrouve et il le reprend. Là. Il le reprend et s'en va le parquer dans une cour clôturée d'une compagnie de Boisbriand, en se disant ça va être en sécurité ici. Puis c'est une entreprise dont il semble connaître le propriétaire. Il y a un lien, donc il se sent en sécurité de mettre son véhicule là. Oui, surtout que c'est clôturé tout autour. Mais en plein jour, les voleurs, eux, puis c'est pas clair encore pour l'instant comment ils ont pu retrouver le véhicule. Peut-être qu'il y a un mouchard, un GPS qui avait été installé à l'intérieur ou autre. Mais eux, en plein jour, tentent d'aller récupérer à nouveau le véhicule. Même donc de le revoler une deuxième fois dans la journée. Oui, revoler pour une deuxième fois. J'ai jamais entendu ça, là, j'avoue. Un véhicule volé, repris, revolé, Mario. Effectivement, c'est déjà assez spectaculaire mais ça continue de plus belle, cette histoire-là. Et les deux jeunes de 18 ans, oui. Parce que arrivent dans une BMW blanche. Volée, elle aussi. Volée, elle aussi. Volée, elle aussi. Bien. Oui, ça va bien. Et là, arrive avec le véhicule volé, qui, on comprend, est un peu le véhicule de fuite, et rentre dans la cour, et il y a des employés qui travaillent là, Mario. On est en plein jour, là, on n'a pas froid aux yeux du tout du côté des voleurs. Et là, les employés, eux, interviennent quand ils réalisent le stratagème, commencent à fermer toutes les issues, là, ferment les clôtures, de manière à ce qu'il n'y ait pas de moyen pour le véhicule, le BMW, ni le véhicule volé, le Escalade, de sortir de la cour à ce moment-là. Et c'est là qu'on commence à filmer du côté d'une des victimes, parce que un des deux jeunes semble avoir ce qui est
une arme longue dans la main, puis une arme longue, une arme blanche, une machette dans la main, réussit à se glisser en dessous de la clôture pendant que son complice, lui, est fait comme un rat, pris au piège, et on entend les hommes qui travaillent là demander d'activer l'espèce de gros camion, gros tracteur qu'il y a sur place. Mécanique, un loader, un bon québécois, là. Exact. Puis c'est comme et ça. Là, on l'entend hurler d'écraser le véhicule avec le loader. Là. Ni plus ni moins, alors que la BMW blanche se retrouve acculée dans un coin. On a le loader, Mario, qui approche de là, qui commence même à emboutir l'arrière de la voiture. Exactement, c'est complètement hallucinant ce qu'on voit dans tout ça. Et pendant qu'on est en train là, d'invectiver le jeune qui est là, puis de lui dire on va te retrouver, par derrière, le premier homme qui, lui, s'était faufilé sous la clôture, revient avec sa machette, puis il poignarde littéralement. Et l'homme qui filme à ce moment-là est un de ses acolytes qui est à côté. On peut entendre un petit extrait, Mario, honnêtement, ça vaut la peine d'entendre un peu l'ambiance sonore de tout ça. Comprenez qu'écrase ça, c'est écrase le véhicule, le BMW blanche avec le loader, avec la pelle du loader. C'est écrase le véhicule. Oui. Ce qu'il fait en partie, là. Oui, ce qui fait en partie. Là, on comprend après ça que les deux jeunes hommes, eux, se sont faufilés, sont partis de là après avoir poignardé, commis la double agression. Les deux ont été arrêtés quelques instants plus tard par la police. Et c'est une histoire, Mario, on dirait, on les entend, là, les rapports des véhicules volés, le port de Montréal qui est une passoire, tout ça. Mais d'avoir comme ça un exemple probant, deux jeunes, 18 ans, armés avec des machettes, qui volent un véhicule 2 fois dans la même journée, en plein jour, dans le cours d'un immeuble donc de travail. C'est complètement fou. Ça en dit long sur plusieurs choses. Ça en dit long sur le fait que c'est facile de voler un véhicule, c'est devenu une business. Des jeunes, probablement que ces jeunes-là, eux autres, là, c'est les exécutants de terrain. Là, son boss, son patron de rien. Oui. Ils se sont fait dire, regarde, là, va me voler un Escalade, je vais te donner 5 000 ou 4 000 ou je sais pas combien, je vais te donner un montant. Eux autres, ils veulent ramener un Escalade. Il n'y a pas d'autre chose que ça. On se rend compte aussi que à partir du moment où le public perd confiance, que la police intervient pas, la police s'en occupe pas des vols de véhicules, les gens finissent par faire ce qu'il ne faut pas, mais vouloir se faire justice eux-mêmes. Dire, OK, nous, on va s'en occuper, puis on va les empêcher de voler le véhicule, puis on va les arrêter. Et là, il était armé d'une machette, ça a fait 2 blessés graves. Si ces jeunes-là avaient eu une arme à feu, qu'est-ce qui serait arrivé? Puis il y en a de plus en plus, semble-t-il, des voleurs de véhicules qui sont liés au crime organisé puis qui ont une arme à feu. Fait que c'est là le danger. Ceci étant dit, je veux dire, ça peut plus continuer. Le vol de véhicules de façon aussi systématique, aussi gros, aussi organisé, ça doit devenir une priorité qui va réunir une escouade. L'Agence des services frontaliers doit se réveiller, tous les corps de police. Et les juges, qui, on le sait déjà, donnent des sentences bonbons pour ça. Mais ça peut, là, je veux dire, on peut plus laisser aller. Les chiffres sont trop gros, le vol de... Et on entend continuellement, c'est devenu... Plus c'est organisé, plus t'as du monde qui ont des bateaux, une organisation, mais là, plus ils veulent des véhicules, ils font de l'argent comme de l'eau. Oui. Eux, leur seule limitation, à l'autre bout, là, au Moyen-Orient ou en Afrique, ils sont capables de tous les écouler, de tous les vendre. Oui, puis ça disparaît là, dans la nature. Fait que leur seule limitation, personne ne les arrête au port, personne. Fait que leur seule limitation, c'est le nombre de véhicules qu'ils sont capables de voler. Fait que trouve-moi de plus en plus de jeunes de 18, 20, 22, 25 ans qui sont prêts à se faire quelques mille piastres faciles. Au pire, ils vont se faire arrêter, ils vont faire une demi-journée de prison, puis ils volent-moi des véhicules. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment ridicule. Tout savoir en 24 minutes. On dirait que chaque semaine, Mario, je suis capable de te trouver une histoire dans laquelle Air Canada n'est pas à son plus reluisant. Je vais utiliser ces termes-là comme ça. Mais là, c'est une bonne. Mais c'est une bonne qui nous parvient directement, là, et oui, d'un média britannique, mais surtout de la Chambre des communes britannique elle-même, là, donc du Parlement britannique, parce qu'il y a un membre, donc un député de ce Parlement-là, qui était en visite au Canada, qui a pris un vol d'Air Canada pour arriver et pour rentrer chez lui, et là, qui semble-t-il, s'est fait là,
ce qu'ils appellent en anglais le randomly selected, la sélection aléatoire, mais de manière assez abusive, merci, tout ça parce qu'il se prénomme Mohamed. Donc, c'est un homme d'origine, on le comprend, arabe, ou du moins avec des origines arabes pour son nom. Et là, lui est député, mais est avec d'autres députés. C'est là que la situation devient complètement ridicule. Semble-t-il là, qu'on l'a pris à part, qu'on l'a longuement questionné. Lui a trouvé ça stressant, humiliant, ni plus ni moins qualifie ça là, d'une attaque raciste et islamophobe de la part d'Air Canada. Là. Vraiment un interrogatoire pour une période considérable, même s'il y avait un visa, même si on expliquait que c'était un député, même si tous les autres députés qui étaient avec lui, eux, à l'arrivée, au départ, ont pu passer comme dans du beurre, mais pour lui, parce qu'il s'appelait Mohamed, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, à un tel point que le président de la Chambre des communes britannique a déploré le traitement qui a été fait par Air Canada à son député. C'est pas très bon, la publicité, ça. Non, mais c'est pas leur seul. Il y en a deux à 24 heures, là. Parce qu'il y a l'autre histoire, t'as-tu vu, leur directrice de l'accessibilité ou des services accessibles. Donc, celle qui s'occupe de rendre les services accessibles pour les personnes handicapées, avec des problèmes de mobilité, puis tout ça. Elle-même, c'est une personne, la directrice de ces services-là, qui elle-même est en chaise roulante, en fauteuil roulant. Travaillait donc, je sais pas trop, là, pour ses activités, et allait à Vancouver. Et donc, elle était atterrie à Vancouver et son fauteuil roulant était resté à Toronto. Ils l'ont pas amené. Fait que leur directrice de l'adaptation des services s'est retrouvée sans son fauteuil roulant à l'autre bout du pays. Fait que c'est jamais facile pour Air Canada. C'est sûr qu'après ça, je me demande s'ils se posent des questions quand ils se retrouvent dans les palmarès pour les usagers là, des vols, les gens qui prennent l'avion. Mais dis-toi une chose, tu veux pas être responsable des communications chez Air Canada puis prendre les appels des journalistes du monde entier pour toutes les situations qui leur arrivent. Tu veux pas ce job-là. Oui, parce qu'ils sont déjà tannés que les journalistes québécois, canadiens posent plusieurs questions puis les là, appels. C'est les Britanniques. Ouais, ça va mal. Économie. C'était complètement passé sous le radar, mais un autre fleuron disparaît ici au Québec, entraînant la perte là, de 283 emplois, 107 ici au Québec. Les aliments Whites qui disparaissent, font faillite, littéralement, mettent la clé sous la porte. Personne connaît les aliments White. Personne sait c'est mais quoi. Mais tout le monde connaît leur peau. Les cornichons Coronation, Mario, c'est vraiment pour ça qu'ils sont très connus. Des cerises marasquins, des cerises dans le sirop, la relish Coronation qui est très connue. Exactement. Puis c'est fondé depuis 1892 comme entreprise. C'était basé à Laval. C'était ni plus ni moins que le plus grand producteur de cornichons, relish, cerises au marasquin, comme tu le disais, au Canada au grand complet. Passait peut-être sous le radar, peut-être qu'on le savait pas, mais moi, sincèrement, je savais pas que c'était québécois. J'ai jamais entendu parler, j'étais pas au courant de rien. Coronation, c'était pas très francophone non plus. Je connais la marque, c'est ça, mais tu sais, puis la plupart des marques appartiennent à une marque plus grosse. Là. Tu découvres que ça appartient à Heinz, que ça appartient à Nestlé, que ça appartient à, tu sais, fouille-moi des grands géants de l'alimentation. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est étonnant et décevant, parce que la logique, ça aurait été qu'il ait été acheté par un gros comme ça, là, un gros joueur qui achète des plus petits quand le plus petit arrive plus, parce que ça devient de plus en plus difficile pour ces petits joueurs-là de se faire une place sur les tablettes. Mais là, depuis, on avait comme date butoir le 6 octobre pour réussir à faire acheter la compagnie, ce qui n'est pas arrivé, finalement. Donc, vraiment, on met la clé sous la porte. Un fleuron peut-être méconnu, Mario, mais qui disparaît. Dans le cas des cornichons, il faudrait enquêter ça, mais mon souvenir, c'est qu'une des difficultés qu'on a probablement vécues, c'est que tout ce qui est cornichon, maintenant, ça vient de l'Inde. Et les méthodes de production, puis avec quoi ils fertilisent, faudra peut-être vérifier ça. Oui. Ça se pourrait, Mario. Ça sera l'objet de peut-être une plus grande enquête. Peut-être qu'on aurait le cornichon sur le cœur. Ça se pourrait, Mario. Le Monde. Grosse journée judiciaire, encore une fois, pour l'ex-président Donald Trump aux États-Unis, alors que dans le cas de justice en Géorgie, là, on l'accuse, il faut faire la distinction, beaucoup de procès qui visent M. Trump. Ça, c'est celui où on l'accuse d'avoir voulu inverser le résultat électoral dans l'État de la Géorgie. Donc, voler l'élection pour reprendre le langage de M. Trump lui-même. Exactement. Et là, lui est co-accusé avec 18 autres personnes. Ils sont 19 prévenus dans cette histoire-là. Et là, c'est une quatrième personne, Jenna Ellis, 38 ans, l'une de ses avocates, qui décide de retourner sa veste, c'est-à-dire de plaider coupable avec la justice. Et donc, avec des peines très minimales. Donc, on s'entend qu'elle a une entente avec la justice. C'est 5 ans de sursis, 100 heures de travaux communautaires, 5 000 $ d'amende. On s'entend, Mario, que c'est des
pour peanut. avoir volé une élection. Donc, si elle obtient une peine aussi clémente, ça indique probablement qu'elle a décidé de collaborer avec la justice. Oui, et donc qu'elle vient rejoindre, entre autres, d'autres anciens avocats de M. Trump, Sidney Powell, Kenneth Chesebro également, qui, eux, ont déjà viré leur veste et qui vont pouvoir désormais donc témoigner et contre les autres témoins et contre Donald Trump lui-même. Donald Trump, d'ailleurs, qui avait un autre ancien associé. Il y en a eu des avocats, M. Trump. Cette fois-ci, c'était celui qui est devenu très célèbre, Michael Cohen, également, dans l'autre dossier, celui d'avoir faussement gonflé ses actifs de la Trump Corporation. Aujourd'hui, face à face, ça faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas croisés. M. Cohen a fait de la prison, littéralement, pour ce qu'il a fait avec M. Trump. Aujourd'hui, il était de retour pour le défier en cours. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.